Bonjour à tous, c'est Mika, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau MacBook Pro en 14 pouces. Je ne sais pas vous, mais si vous suivez régulièrement l'actualité Apple, l'arrivée de nouveaux MacBook Pro était devenue un véritable marronnier. C'était impossible d'éviter les rumeurs et aujourd'hui nous arrivons enfin à la concrétisation de celle-ci. Qu'avons-nous pour le menu du jour? Nous avons un tout nouveau design, on a de nouveaux écrans avec de la technologie mini LED, c'est juste absolument magnifique. Nous avons également une connectique ressuscitée, le MagSafe, le port SD, le port HDMI, et également les puces Apple M1 Pro et M1 Max, on y reviendra un petit peu après dans cette vidéo. Commençons par le design. Les nouveaux MacBook Pro n'ont pas été mis au régime, on sent clairement la fin de l'ère Johnny Ive. Souvenez-vous, lors de l'annonce des MacBook Pro de 2016, le design et notamment la finesse ont été clairement mis en avant. Cette année, le design n'a pratiquement pas été évoqué, comme si la fonction avait clairement pris le dessus sur la forme sur cette catégorie de produits. Lorsque vous prenez en main le MacBook Pro, vous serez surpris par son poids élevé et son design massif. Alors soyons clairs, à titre personnel, je ne suis pas très fan de ce design très épais, mais néanmoins, il a quand même un côté industriel qui est assez sympathique, et notamment son écran très plat, avec la pomme noire sur modèle argent que je trouve sublime. La touch bar disparaît au profit des touches de fonction classiques. Alors Apple semble l'assumer puisque même dans ses communiqués de presse, il précise que c'était une demande des pros et donc adieu la touch bar. C'est étonnant de la part d'Apple. Les bordures de l'écran, quant à elles, subissent une vraie cure d'amincissement, elles sont beaucoup plus fines et sur la partie supérieure, elles ont une petite courbe comme sur les iPhones et les iPads, je trouve ça absolument magnifique. Un point qui ne l'est pas par contre, c'est l'encoche. Alors, forcément elle est disgracieuse, on va pas dire le contraire, mais on l'oublie plutôt vite. macOS l'intègre de manière efficace, quand vous êtes en plein écran vous ne la voyez pas grâce au mini LED. Néanmoins je trouve ça bizarre la façon dont le curseur interagit avec. Au lieu d'épouser le contour de l'encoche, il va se cacher dedans, et les menus contextuels dépassent de l'encoche. Bon, je trouve ça pas ultra esthétique, mais c'est un compromis pour avoir par exemple la caméra FaceTime et les capteurs True Tone et de luminosité ambiante directement dans l'écran et directement dans la bordure. Au lieu d'avoir une bordure très épaisse comme sur les Mac actuels, Apple a décidé d'avoir le compromis, mettre une encoche pour des bordures fines. Je préfère ce compromis personnellement. Parlons à présent de ma partie préférée et c'est l'écran. L'écran des Mac portables ne suivait pas du tout l'évolution des iPhones ou des iPads. Par exemple, on avait ProMotion qui arrivait en premier sur l'iPad Pro, on avait l'OLED sur l'iPhone. Désormais, l'écran des MacBook Pro sont des écrans Liquid Retina XDR. Ils sont rétroéclairés par 10 000 mini LED comme le dernier iPad Pro et vous bénéficiez d'un bien meilleur contraste, de superbes couleurs, d'une luminosité qui peut monter jusqu'à 1600 nits sur du contenu HDR, donc c'est par exemple des photos ou des vidéos, et en temps normal il peut monter jusqu'à 1000 nits. Pour être un peu plus clair, c'est 2 fois plus lumineux que l'écran des Mac actuels, donc c'est super agréable. Le point négatif des écrans mini LED est la présence du blooming. En fait, le blooming, c'est un effet qu'on pouvait voir sur l'iPad Pro 12,9 pouces de 2021 et qui consiste à un halo qui se produit autour d'un élément de l'écran et ça se voit principalement sur fond noir. Alors c'est simple, hein, c'est dû à l'allumage des LED arrière qui n'est pas aussi précis que l'OLED. Ça crée donc un effet de flou que certaines personnes remarqueront et d'autres non. Une fonction que tout le monde verra sur l'écran des nouveaux Mac, c'est l'arrivée de ProMotion. Et je suis un amoureux transi de ProMotion sur iPad et maintenant sur iPhone. Alors pour rappel, ProMotion adapte le rafraîchissement de l'écran en fonction du contenu et l'action qui est en cours. Par exemple, lorsque vous avez une image fixe, le taux de rafraîchissement sera à 10 images par seconde. Lorsque vous défilerez par exemple sur Safari, vous montez à 120 images par seconde. Cela donne une impression de réactivité et ça préserve à la fois l'autonomie du Mac puisque l'écran n'est pas obligé d'être ultra réactif si l'image est fixe et donc il consomme moins d'énergie. Parlons à présent des performances et des puces Apple M1 Pro et Apple M1 Max. Alors pour rappel, ce sont des systèmes sur puces, c'est-à-dire que ça regroupe le CPU, le GPU et la RAM dans un seul bloc. Alors, pour certaines personnes, c'est pas très clair et quel est l'intérêt majeur d'un système sur puce? Eh bien, prenons l'analogie d'un dressing. C'est le matin, vous venez de vous réveiller et il faut aller vous chausser, mais vos chaussures sont dans la chambre, votre chemise est dans le séjour et votre pantalon est dans le salon. Donc pour vous habiller, vous devez aller dans chacune des 3 pièces pour récupérer un élément. La puce Apple M1, c'est un dressing, c'est-à-dire que vous avez tous vos éléments dans un seul endroit, ça évite donc les trajets inutiles. Vous perdez pas de temps et c'est exactement la même logique avec cette puce. Le CPU, le GPU et la RAM sont au même endroit, ils communiquent donc plus facilement et plus rapidement ensemble, ce qui vous permet d'avoir de superbes performances. La puce Apple M1 Pro et M1 Max ont en commun la partie CPU qui est à 10 cœurs, c'est-à-dire 2 cœurs de plus que celle de la puce M1 traditionnelle. Néanmoins, c'est sur la partie GPU où la différence se fait.
Vous avez jusqu'à 16 cœurs graphiques sur le M1 Pro et 32 cœurs graphiques sur le M1 Max. C'est le double. C'est ce qui pêchait en fait sur la puce M1 de base, c'est les performances graphiques. Alors, à qui s'adresse ce type de machine et ce type de performance? C'est clair et net, 99% des utilisateurs n'ont pas besoin de ça, y compris moi. J'en ai aucune utilité. Néanmoins, pour les vidéastes, les personnes qui manipulent des gros fichiers 3D, qui font de l'architecture, elles verront vraiment le bénéfice de passer sur ce type de processeur. Dans cette vidéo, je ne ferai pas de benchmark, je ne ferai pas de comparatif de performance, tout simplement parce que d'autres le font et le font très bien, donc aucun intérêt d'être redondant sur ce point. Néanmoins, je vais vous donner mon avis personnel sur quelle machine choisir en fonction de votre besoin. Alors, le 14 ou 16 pouces, ça va dépendre de votre besoin en termes de taille d'écran et de batterie. Le 16 pouces a plus de batterie et un écran plus grand, mais il est beaucoup moins transportable. La gamme 14 pouces se décline en deux modèles, un modèle haut de gamme qui possède 2 fois plus de stockage et 2 cœurs CPU et GPU de plus. Alors personnellement j'ai opté pour le modèle entrée de gamme parce que j'ai pas besoin de stockage et j'ai pas besoin d'accumuler les cœurs graphiques et les cœurs CPU. Alors c'est très loin d'être une machine au rabais, qu'on se le dise. Sur les deux modèles, vous pouvez monter avec la puce Apple M1 Max. Faites-le si par exemple vous voulez connecter jusqu'à 4 écrans externes dessus, vous faites beaucoup de vidéos, vous faites de la 3D, et si vous faites de la musique, c'est intéressant de passer sur celle-ci parce que vous pouvez monter jusqu'à 64 Go de RAM. C'est intéressant si vous accumulez des centaines de pistes sur Logic. Et si vous avez besoin de place, vous pouvez monter jusqu'à 8 Tera de stockage, c'est énorme. Alors vraiment, c'est si vous voulez avoir toutes vos vidéothèques 8K en local, pourquoi pas. Sinon, optez pour du cloud ou du disque externe, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Ce MacBook Pro est un véritable plaisir à utiliser, je pense que vous l'avez vu à travers cette vidéo. Il signe à mes yeux la réconciliation entre l'utilisateur et les Mac, et surtout l'intérêt d'Apple envers le Mac. Ça enterre des générations que je considère comme maudites. La génération 2016 est à mes yeux la pire, que ce soit en termes de fiabilité, avec les innombrables programmes de rappel, le clavier infâme qui tombe en panne en permanence. Vous avez une machine ici fiable. La fonction est passée au-dessus de la forme. C'est pas une machine qui est ultra élégante. Elle va pas dans le standard d'Apple qui assainisse tout, qui affine tout, qui réduit le poids au plus possible. Cette machine, elle est faite pour les pros. Elle est faite pour les personnes qui veulent aucun compromis technique, que ce soit en termes d'autonomie, en termes de rapidité, en termes de qualité d'écran. C'est pour les personnes qui veulent le meilleur, au compromis d'un certain esthétique. Et ça, Apple l'a complètement compris. Mais voilà ce que je peux dire sur cette gamme de MacBook Pro. Si vous avez des questions ou des interrogations, des remarques, n'hésitez pas à les faire dans la partie commentaires et à très vite pour de prochaines vidéos.